Bonjour à tous. Je pense que là, on est connecté, ça doit être bon. Ça marche Thomas, tout est OK? Oui. OK. Donc bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce webinaire numéro 3 de la Maison des propriétaires de la Plagne. Merci à nos intervenants de bien vouloir nous participer à cette visioconférence de manière à nous apporter leur vision, leur interprétation de la loi de l'évolution législative sur les meublés touristiques. Simplement, notre maison des propriétaires s'installe progressivement dans le paysage de la station, on va dire, pour tout ce qui gravite autour de l'immobilier, de la rénovation et de la location. Vous êtes à ce jour plusieurs centaines à être venus vers nous par différents canaux, hein, physiquement, pas, à notre local de maison des propriétaires de Plein Centre, par mail, par webinaire et par l'inscription sur notre site internet, dont Thomas va vous parler un peu plus juste après. Pour rappel, la maison des propriétaires est ouverte toute l'année à Plein Centre, à l'espace Plagnard, à côté de la Poste, pour ceux qui connaissent. C'est ouvert tous les jours, toutes les matinées en hiver, et 3 jours par semaine le reste de l'année, c'est-à-dire du mois de mai au mois de novembre. Une évolution cette année, puisqu'on va faire une délocalisation de la maison des propriétaires sur le site de Montchavin-les-Coches au mois de juillet et au mois d'août. En fait, la particularité de la Plaine, c'est qu'on a des sites assez dispersés. On a 11 sites et on a des stations qui parfois sont un peu éloignées, hein, comme Montchavin, comme les Coches, comme Montalbert, comme Champagny. Et l'idée, même si on va vers les propriétaires par le biais des webinaires et par le biais des mails et par le biais du site internet, c'est aussi de les rencontrer physiquement. Donc je ferai une communication là-dessus, mais j'irai à leur rencontre, pour ceux qui sont parmi nous aujourd'hui et qui veulent déjà noter les dates, le jeudi 17 juillet le matin et le mardi 5 août le matin également. J'aurai un local à l'office de tourisme de Montchalin. Voilà ce que je peux vous dire. Je vais passer la parole à Thomas, si tu veux prendre la suite pour nous expliquer un petit peu le site internet et le refuge du loueur. Merci Franck. Effectivement, le refuge du loueur, on va dire que c'est l'émanation digitale de la maison des propriétaires. L'objectif, il est simple, il est de vous fournir des outils, un site, un lieu qui vous permet d'obtenir des solutions, des bonnes pratiques pour faciliter la gestion du bien. Car à La Plagne, comme dans de nombreuses autres stations, il y a un défi important qui est de garder l'attractivité du parc immobilier. On a un peu plus de 80% de résidences secondaires et c'est un élément structurel dans la capacité d'accueil de la Plagne, car sans hébergement, sans lit, il n'y a pas de tourisme. Et donc, vous, propriétaire, être acteur important de cette politique de tourisme de la Plagne. Et donc, Franck mène cette politique d'immobilier de loisirs et que nous, on enchérit par notamment cet outil, le refuge du loueur. Pour vous présenter le refuge du loueur, donc c'est un outil qui est disponible en ligne. Hop, je fais un partage d'écran. Normalement, vous devez voir mon écran, je pense. Vous pouvez vous connecter via, je vous le mettrai dans le chat, www.laplagne.lerefugeduloueur.fr. Vous vous connectez en tant que propriétaire et donc vous pouvez créer votre compte, vous connecter et là vous avez un certain nombre d'outils. Vous avez notamment un recueil d'articles qui font l'objet d'une newsletter avec des articles qui vous sont envoyés, 2 articles qui vous sont envoyés tous les mois autour de bonnes pratiques pour l'aménagement, la rénovation, l'ameublement de votre résidence secondaire ou de la location saisonnière, sur des thèmes comme la rénovation énergétique, comment meubler un petit salon, quelles sont les grandes étapes d'une rénovation, voilà, l'actualité autour du sujet qui peut vous concerner. Vous avez ensuite le module Web TV, donc celui qui nous concerne aujourd'hui, donc soit les rendez-vous des prochaines webinaires, soit le replay, le replay des précédents auxquels vous pouvez accéder.
Vous avez également un module qui s'appelle Assistance devis travaux qui vous permet pour les petits travaux de nous faire une demande de devis. L'objectif est de vous faciliter l'obtention de devis d'artisans. Justement, nous informant, voilà, si vous voulez refaire une salle de bain, changer le sol de votre appartement, voilà, l'objectif, c'est de faciliter l'obtention des devis et d'accélérer la capacité de les obtenir. Ensuite, vous avez un annuaire des professionnels qui concerne les professionnels à la fois qui vont accompagner qui peuvent vous accompagner dans votre projet de rénovation, mais aussi dans la commercialisation ou la gestion de votre bien. Donc, il y a à la fois des entreprises, des artisans, mais également des agences immobilières ou autres services qui peuvent vous accompagner. Des avantages propriétaires qui est une partie qui doit être continuer d'être achalandée avec les avantages que vous pouvez retrouver en tant que propriétaire d'un bien à la Plagne. Des documents utiles comme les déclarations de taxes de séjour, les grilles de classement des meublés tourisme, un ensemble d'éléments qui peuvent vous aider. D'ailleurs, je vois qu'il y avait la fiscalité la dernière version l'année dernière doit être mis à jour des locations meublées de tourisme par le groupe MG. Voilà, et des entreprises partenaires. Vous avez également un module sur une formation à l'accueil responsable. Donc, c'est 8 modules pour vous former sur comment réduire l'impact de la location sur les usages, les consommables, voilà, avec des pratiques et des bonnes pratiques pour vous accompagner dans la gestion de votre bien. Voilà pour le refuge du loueur. Et donc, je vais enchaîner aujourd'hui sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, qui est donc les impacts de la loi Le Meur, qui a fait couler beaucoup d'encre en fin d'année, en début d'année, sur l'activité des meublés tourisme. Et donc, on a plusieurs personnes avec nous aujourd'hui. On a Maître Dimitri Boujard, l'avocat investisseur, je crois, qui va nous parler effectivement des impacts sur les droits et devoirs des propriétaires. Et on s'attardera dans un deuxième temps avec Christelle Chalandard et Stéphane Gravier du groupe MG, qui nous détailleront un peu plus les impacts sur la fiscalité des meublés de tourisme de cette loi. Avant de passer la parole à Maître Boujard, juste, vous avez la possibilité, en attendant, si vous avez des questions, de poser vos questions dans le petit onglet Conversation ici, voilà. Vous avez donc ces questions, on pourra les reprendre à la fin, lors du temps de questions-réponses. Et j'activerai également à la fin la possibilité de vous poser vos questions en direct via caméra et microphone. Voilà, je passe donc la main à Maître Boujard pour nous parler des impacts sur les droits et devoirs des propriétaires. Les impacts de cette loi sur les droits et devoirs des propriétaires. Parfait, merci. Merci Thomas. Bonjour tout le monde, je suis donc Dimitri Boujard, avocat investisseur et avocat en fiscalité immobilière et en droit immobilier. J'accompagne exclusivement les investisseurs et les propriétaires. Je ne fais plus du tout de contentieux. Je suis avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995 et investisseur moi-même depuis 25 ans. J'ai un petit document moi aussi à vous partager, j'ai vu. Si vous me le permettez, puisque j'avais fait quelques slides sur la location courte durée. Donc, j'ai essayé de vous partager ça. Voilà, normalement, ça doit s'afficher. Alors, il faut peut-être que je mette ça s'affiche. C'est bon. mode, j'ai peut-être un mode, voilà, c'est mieux comme ça. Donc ça, c'était la petite page de présentation. Donc, avocat depuis 95, investisseur et puis entrepreneur web, je vous en dirai un petit mot. La loi Le Meur, qui a été votée en novembre 2024, est une loi qui a été présentée comme étant une loi anti-Airbnb. D'accord? Je vous fais un bref rappel. Elle a été votée quasiment par tous les groupes politiques, à l'exception du Rassemblement national, qui lui pensait que ça aurait un impact pour les petits loueurs, qui à mon avis vont être ceux effectivement qui potentiellement vont être le plus impactés par cette loi. Cela dit, elle comporte un train de mesures juridiques, un train de mesures fiscales. Je vais laisser le soin aux autres intervenants de parler de la fiscalité.
même si c'est un sujet passionnant, parce que ça n'arrête pas de changer, notamment pour les loueurs meublés en courte durée, avec la toute dernière modification des critères de la para-hôtellerie. Mais je pense que ça sera abordé juste après. Donc, premier grand changement dans la loi Le Meur, c'est la modification via l'article 6 de cette loi, de l'article 26 de la loi fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Puisque désormais, et ça c'est vraiment une sorte de bouleversement, par contre on va voir que ça va poser plein de petits problèmes, c'est la possibilité désormais dans les copropriétés d'interdire l'activité de location meublée de courte durée, non plus à l'unanimité des copropriétaires, mais à une double majorité qui est prévue par l'article 26. Et je vous ai mis ici la reproduction de ce qui a été inséré à l'article 26. Donc maintenant, pas besoin pour les personnes qui nous écoutent d'aller farfouiller dans la loi Le Meur, il leur suffit d'aller directement lire le nouvel article 26 inclus dans la loi de 1965. D'accord? Et donc, on apprend que dans certaines copropriétés, mais pas dans toutes les copropriétés, c'est là où ça va devenir un petit peu subtil et compliqué éventuellement, on apprend que dans certaines copropriétés, il va être possible désormais pour une double majorité de copropriétaires, mais je spoil un petit peu le sujet en vous disant que si ça n'arrive pas à être voté à la majorité de l'article 26, il y a un deuxième vote qui peut être effectué avec une majorité simple cette fois-ci, et non plus une majorité des 2/3. Une majorité simple, c'est les conditions de vote de l'article 26.1. D'accord? Donc, on veut vraiment faciliter l'interdiction. Ça, c'est le principe. Donc, avant loi Le Meur, unanimité. Depuis loi Le Meur, majorité renforcée, voire majorité simple en cas de second vote, si le premier vote n'atteint pas justement la majorité qualifiée. En fait, il y a la règle des 2/3, mais il faut aussi qu'il y ait une majorité de copropriétaires. Il n'y a pas seulement le nombre de voix, membres du syndicat des copropriétaires. Donc, on le voit déjà quand même, une tentative de trouver un équilibre dans ces possibilités d'interdiction. Alors pourquoi c'est mis en place? Puisqu'il faut toujours comprendre le pourquoi des nouvelles lois. Moi, ça me semble essentiel quand vous faites de la location meublée en courte durée, parce que ça va vous permettre d'anticiper les grandes tendances. D'accord? Donc ça a été fait pour deux raisons essentiellement. D'une part, pour limiter les risques de nuisance. Bon, il est vrai que de temps en temps, on a des affaires, mais c'est comme pour les trains, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, jamais de ceux qui arrivent à l'heure. Voilà, c'est pareil. Quand il y a un problème de nuisance dans une copropriété, on va monter ça en épingle et puis voilà, ça va faire la une potentiellement des médias, c'est scandaleux Airbnb, les gens peuvent plus vivre, etc. Donc il y a des grincheux qui se saisissent de ça et qui disent oui, bah il faut interdire parce que c'est scandaleux, ça génère des nuisances. Ça peut arriver, ceci étant, quand c'est bien fait, et je pense qu'il y a pas mal de propriétaires qui louent eux-mêmes, mais qu'il y en a aussi pas mal qui délèguent ça à une agence immobilière ou à une société de conciergerie. Je rappelle que toutes les sociétés de conciergerie ne sont pas des agences immobilières. Et je rappelle aussi, contrairement à ce que disent des syndicats d'agents immobiliers, que l'activité de location l'activité de conciergerie ne nécessite pas forcément une carte G. D'accord, soyons clairs là-dessus. Je m'inscris en faux contre les propos récents de la Corporation des agents immobiliers. Donc, toujours est-il que vous le fassiez vous-même ou vous passiez par un intermédiaire, on va dire, globalement, alors que la conciergerie, c'est une société de prestation de services. Elle n'a pas de carte G, elle n'est pas intermédiaire. Mais bon, globalement, il faut s'assurer que c'est fait dans des conditions pour assurer la tranquillité des occupants à l'année de l'immeuble. Là, dans les statistiques, vous évoquiez le fait que quand même, dans les stations de montagne, il y avait un énorme parc de résidences secondaires, bien évidemment, puisque ça a été conçu pour l'activité de tourisme à l'origine. Donc, je pense que ce premier point ne risque pas vraiment de poser de difficultés, en tout cas dans les stations qui nous concernent, et que ça va être plutôt résiduel. La deuxième raison qui a été mise en avant pour le vote de cette loi modifiant l'unanimité en majorité simple, c'est que ça concernait pas non plus les stations de montagne, ça concernait plutôt les zones ultra tendues où justement les occupants
habituels, c'est-à-dire les habitants locaux, ont du mal à trouver du logement. Et donc, c'est pour venir, quelque part, restreindre les possibilités de mettre certains logements en location. Alors, ça va venir se coupler avec les autorisations préalables de changement d'usage qu'on va voir juste après. Mais dès lors qu'on va interdire dans certaines copropriétés de faire de la location meublée en courte durée, à l'exception de la résidence principale, puisque c'est une des exceptions prévues par la loi, forcément, c'est censé réduire l'offre en meublé de tourisme et reproposer du logement aux occupants à l'année. En réalité, je pense que Airbnb, puisqu'on présente ça comme la loi anti-Airbnb, hein, mais c'est une loi anti-courte durée, en fait, en réalité, ça ne va pas atteindre l'objectif souhaité, puisque l'exemple américain nous le montre déjà. Eh bien, c'est pas parce qu'on empêche des propriétaires de louer en courte durée que les logements vont forcément, d'une part, revenir sur le marché de la location à l'année, parce que là, c'est un vaste sujet à propos des raisons pour lesquelles les gens refusent de louer à l'année, qui sort de notre débat, donc je ne l'aborderai pas. Et puis, d'autre part, les logements qui sont proposés vont pas forcément correspondre à la demande locative. C'est pas parce que vous remettez un studio à la location à l'année que vous allez loger une famille de 4 personnes dedans. Donc forcément, ça peut partir d'une bonne intention, mais il y a plein d'effets de bord. Dans les stations de montagne, en réalité, je pense que cette mesure un peu emblématique permettant de modifier les règlements de copro va avoir finalement assez peu d'incidence. Donc là, voilà, c'est la nouvelle mouture de l'article 26, d'accord, dont je viens de vous parler. Mais comme j'ai un temps limité et que j'ai tendance à être très bavard, je vais passer assez rapidement. Donc, avant, vote à l'unanimité, ancienne règle, maintenant, vote à la majorité. Ça veut dire aussi que si potentiellement vous sentez que ça peut arriver dans votre copropriété, je vous conseille vivement d'anticiper et d'aller voir les autres copropriétaires qui font eux-mêmes de la location courte durée pour leur dire attention, voilà ce qui risque de nous arriver si on ne vote pas contre. Ça veut dire aussi qu'il faut dialoguer avec les occupants à l'année pour dire ah non, nous c'est très bien qu'on fasse de la location courte durée parce que sinon il y a moins d'occupants, peut y avoir du squat, au moins le logement est entretenu, mon personnel de ménage va vérifier dans les parties communes que ça se passe bien. Bref, il y a quand même pas mal d'arguments à mettre en place. D'accord? Autre point important avant de passer aux nouvelles règles sur les autorisations de changement d'usage, autre point important donc, c'est que on ne va pas pouvoir l'interdire dans tous les immeubles. On ne va pouvoir l'interdire que dans les immeubles où le règlement de copropriété interdit déjà expressément les activités commerciales dans les lots qui ne sont pas à destination commerciale. Et là, évidemment, ça va générer du contentieux. Pourquoi? Parce que la loi est d'interprétation stricte. C'est quand même une loi qui restreint les droits fondamentaux des propriétaires. On vous empêche de louer comme vous voulez. Bon, nouvelle atteinte aux droits de propriété, mais passons. Je vous ferai une petite incidente juste après sur la constitutionnalité de ce truc-là. Donc, on restreint les droits des propriétaires et ça doit s'interpréter strictement. Or, le texte dit juste qu'il doit déjà exister une interdiction d'exercer une activité commerciale dans les lots qui ne sont pas à destination commerciale. Mais la plupart des règlements de copro prévoient absolument rien là-dessus. On a au contraire des clauses de bourgeoisie soit simples, soit exclusives. Et dans la clause dite de bourgeoisie exclusive, on sait très bien que dans l'immeuble, c'est un immeuble à usage exclusif d'habitation et qu'on ne peut absolument faire que de la location d'habitation. Par contre, dans l'immense majorité, on va avoir des clauses de bourgeoisie simples qui permettent l'exercice d'activités professionnelles et d'activités libérales. On va même avoir des immeubles à usage mixte, habitation et commerciaux. Dans tous ces immeubles, il sera impossible de modifier la règle. Et donc, ça devra toujours, en cas de souhait de voter l'interdiction, être voté à l'unanimité. Alors, il y a déjà du contentieux qui va être généré très rapidement, puisque je suis navré même pour mes amis syndics, mais il y a quand même des syndics qui cèdent un peu facilement aux demandes de certains copropriétaires et qui inscrivent dans des ordres du jour que j'ai consultés récemment, hein, des interdictions en disant le règlement de copropriété interdit l'activité commerciale, etc. Et quand je lis le règlement, c'est absolument faux. Ça n'existe pas, cette interdiction. Alors, à mon sens, il ne peut pas y avoir d'interdiction implicite. Ce n'est pas parce qu'on a une clause de bourgeoisie simple que ça interdit expressément les activités commerciales. Et d'ailleurs,
ça pose plein d'autres difficultés juridiquement parlant. C'est pour ça que c'est un sujet passionnant et il faut que je fasse attention évidemment au temps. Mais rappelez-vous, hein, l'activité de location meublée en courte durée n'est pas une activité commerciale. Ça, c'est le principe. Seule la fiscalité de l'activité commerciale. Et on a cette bizarrerie en France qu'on peut avoir des activités civiles et des fiscalités commerciales. C'est tout à fait admis. Le droit fiscal est autonome. Ça vous sera rappelé juste après quand nos amis vont vous parler des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc l'activité location meublée, y compris courte durée, est une activité civile. La Cour de cassation l'a rappelé très clairement dans un arrêt de janvier 2024 à propos d'une station de montagne, hein. C'était d'ailleurs la Cour d'appel de Chambéry. Enfin, l'arrêt de cassation a été rendu sur un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry. Donc, c'est pas anodin et la Cour d'appel de Chambéry avait rappelé le principe activité civile, sauf prestation de para-hôtellerie. Et là, je pense bien que, justement, on va revenir sur la para-hôtellerie juste après, puisqu'il y a eu un nouveau changement et que tout le monde, en gros, ressort de nouveau, s'il le souhaite, de l'activité de para-hôtellerie. Donc, il y a des choix à opérer avec vos conseils sur tous ces sujets. Deuxième point important de la loi Le Meur, la possibilité de restreindre de 120 jours à 90 jours les durées de location en courte durée sur la résidence principale. Je pense là encore que ça va concerner assez peu de monde finalement en station de montagne, mais quand même, je ne vois pas pourquoi des mairies viendraient restreindre de 120 à 90 jours si vous êtes propriétaire dans vos communes. Je ne vois pas à quel titre, je ne vois pas l'intérêt de cette mesure, à part emmerder le monde, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc on veut vous empêcher de gagner de l'argent, voilà, c'est mal. Là-dessus, ok, mais ça m'étonnerait que ça arrive chez vous, d'accord? À Paris, ils l'ont déjà fait, puisque clairement, à Paris, ils ne veulent pas que les gens louent en courte durée, y compris leur résidence principale. Mais autrement, ça remet 0 logement sur le marché locatif. Donc, mesure que je trouve foncièrement stupide et inique. Voilà. Troisième mesure, l'extension des règles de changement d'usage à plus de communes. Donc, il y a plus de communes qui vont mettre en place des demandes d'autorisation préalable de changement d'usage, puisque je rappelle qu'il n'y a que 2 usages en France, l'usage d'habitation d'une part et les autres usages que l'habitation d'autre part. Donc dans les communes de zone tendue, les communes pourront mettre en place de façon beaucoup plus extensive, des demandes préalables d'autorisation de changement d'usage, voire même des règles de compensation, et ce parfois dès le premier logement. Ce qui veut dire que la règle de compensation, si vous n'avez pas les moyens d'acheter un immeuble, enfin un bureau ou un local commercial pour le transformer en habitation, de façon à pouvoir passer d'un usage d'habitation sur un bien que vous possédiez déjà vers un autre usage, à savoir la location meublée en courte durée, vous ne pourrez à terme, quand votre autorisation temporaire de changement d'usage, si vous en avez déjà une, expire, vous ne pourrez à terme plus faire de location meublée en courte durée sur ce logement que vous aviez. Et les règles sont extrêmement compliquées en la matière parce que il y a des gens qui bénéficient de l'anciennes autorisations et puis là, la communauté de communes prend une nouvelle règle, la commune applique la nouvelle règle, il y a des mesures transitoires, mais si ça n'a pas été très bien fait à l'origine, ça pose plein de difficultés. J'ai des cas, notamment près de Marseille, dans la commune de Cassis, avec des choses qui viennent à peu près inextricables pour les renouvellements. Donc, deuxième règle, extension. Corrélativement à cette extension, parce qu'évidemment, il y a des interdictions, eh bien, on a doublé la peine d'amende que les communes peuvent infliger. Donc, avant, c'était 50 000 € maximum. Maintenant, ça va jusqu'à 100 000 € si vous louez sans respecter les règles, principalement d'autorisation préalable de changement d'usage. Donc, bien évidemment, en tant qu'avocat, je ne saurais trop vous conseiller de respecter les règles, qu'elles soient juridiques ou fiscales. Autre point, et vous voyez, il y a quand même pas mal de choses dans cette loi Le Meur, donc j'essaye vraiment d'être synthétique. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu du renouveau du contentieux, mais autre point supplémentaire, l'arrivée, et là ça va être un vrai sujet, l'arrivée du DPE sur la location courte durée. Ah, eh bien oui, maintenant, si vous faites de la location courte durée, vous allez devoir vous conformer au calendrier des diagnostics de performance énergétique. Ça veut dire que si vous faites de la location courte durée sur du G, ça va devenir compliqué là rapidement pour vous. Ensuite, si vous faites sur du F, vous avez normalement jusqu'à 2028. Attention,
il y a une règle différente si vous mettez en location un logement pour lequel vous devez obtenir une autorisation préalable de changement d'usage. D'accord? Et je vais vous rappeler cette règle parce qu'ils n'ont pas fait simple là encore. En vue d'une mise en location de meublés de tourisme, les propriétaires des locaux concernés présentent un diagnostic de performance énergétique, etc., etc. Mais justement, euh, doit être compris entre les classes A et E, c'est-à-dire pour les nouveaux logements que vous mettez à partir de maintenant, et non pas les anciens logements, c'est-à-dire des nouveaux logements qui nécessitent l'obtention de l'autorisation. Là, c'est carrément entre A et E à l'heure actuelle, ou à compter du 1er janvier 2034, entre les classes A et D. Et on a eu l'occasion d'en débattre lors d'un webinaire précédent sur les stations de montagne. Bon, bah, ça pose plein de difficultés. Ça, c'est un vrai point d'attention parce que l'immense majorité des constructions des stations de montagne sont des constructions anciennes et ça va être compliqué de faire de la rénovation énergétique. Si vous suivez un petit peu l'actualité, on vient d'annoncer la suspension de la prime, ma prime rénov pour les rénovations de logements. Donc, ça se tend quand même carrément. Et pour obtenir des aides pour la performance énergétique, là, il est déjà un peu tard. Surtout qu'il aurait fallu faire les travaux quand même la plupart du temps avant. Alors, est-ce que vous devez en avoir peur? Moi, j'ai toujours un côté ultra pratique. N'ayez pas plus peur que ça du DPE. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est le maire de la commune qui va être chargé, en gros, de faire respecter ces règles. C'est-à-dire que c'est le maire de la commune qui va exiger la fourniture des DPE. Et je pense qu'il y a pas mal de communes où ils ont un petit peu autre chose à faire que ça. C'est pas leur premier souci. Ils n'ont pas non plus envie de tuer le tourisme, je suppose, mais là, vraiment, voilà, je ne m'aventure pas, je ne connais pas aussi bien le tissu local que vous, messieurs et mesdames. Donc, je pense en réalité que ça va être fait de façon mesurée dans les stations de montagne et ça ne va pas être appliqué bêtement à la hache, si j'ose dire, ce genre de mesures sur le DPE. Par contre, il n'empêche qu'il faudra évidemment faire des travaux à terme. Il y aura des mesures d'accompagnement, il y aura peut-être un dispositif transitoire. Si on veut faire un petit peu de prospective, je doute sincèrement que le calendrier sur le DPE fasse l'objet de gros aménagements pour une raison assez simple. Toutes ces règles sur les DPE, elles viennent pas directement de la France, elles viennent de l'Union européenne. Donc c'est la France qui a même surtransposé des directives européennes, c'est-à-dire qui est allée, comme d'habitude, hein, nous on est un peu les champions en France pour ça, qui a appliqué encore plus strictement des règles de directives que ne le prévoyaient les directives. Donc, on voit maintenant les effets pervers, c'est-à-dire une pénurie d'offres, hein, clairement, parce que les gens qui n'ont pas pu rénover les logements en G sont désormais, depuis le 1er janvier, interdits purement et simplement à la location. Donc, il y a beaucoup de logements qui sortent du parc locatif, puisque, évidemment, encore une fois, il convient de respecter la loi. Et donc, est-ce qu'on va avoir une modification? Je pense qu'ils vont essayer peut-être de préciser certaines choses, mais ça va être très, très compliqué pour le législateur de modifier le calendrier. Surtout qu'il y a quand même une grosse pression écologiste, etc. derrière tout ça, hein. Donc, encore une fois, là-dessus, chacun a sa propre vision. Moi, je me contente d'une vision sur le droit et l'état actuel du droit. Donc, vous voyez quand même pas mal de mesures. J'ai pas le temps, parce que je veux vraiment laisser la parole sur la fiscalité qui est extrêmement importante dans ce domaine à nos experts comptables. Mais, il y a encore d'autres choses, hein. Possibilité, par exemple, désormais, d'instaurer des quotas dans les constructions neuves ou des zones où va y avoir une nécessité de faire de la construction neuve à destination de résidence principale. Donc, dans les zones tendues, il y a des mairies qui commencent déjà à dire, ça y est, nous, on se soucie de l'outil, on se saisit de l'outil, et ça pourrait arriver, je l'ai vu, je crois, dans une commune justement en montagne, où la commune va dire, bah, maintenant, halte aux résidences secondaires, d'accord, on veut de la résidence principale. Et donc la résidence principale, c'est pas destiné à faire de la location meublée en courte durée, bien évidemment. Je crois globalement que si c'est appliqué avec discernement, ça peut être une bonne mesure. En pratique,
je ne sais pas comment ça va marcher à l'avenir parce qu'il y a plein de problèmes d'urbanisme. Dernier point, et je laisse la parole, c'est sur la constitutionnalité de la règle sur la modification du règlement de copropriété. Eh bien, là, pour le coup, je ne suis pas certain que cette règle soit vraiment constitutionnelle. Et je peux vous le dire, on m'a récemment rapporté qu'il y aurait en préparation une question prioritaire de constitutionnalité sur le sujet. Donc, comme c'est une vraie atteinte au droit de propriété, cette règle de vote, non plus à l'unanimité, mais à la majorité, va peut-être sauter dans les mois qui viennent. À suivre. Voilà, donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Hein, je vous avais affiché en dernière slide tous les liens pour me retrouver. Et puis, si vous avez des sujets juridiques, des analyses de règlement de copro, voire des sujets de stratégie d'investissement, n'hésitez pas à me contacter. Merci, Maître. On a une petite question qui revient de manière assez récurrente, qui est concernant le DPE. Est-ce qu'on parle du logement ou est-ce qu'on parle de l'immeuble? Ça, c'est assez récurrent comme question. Si vous pouvez nous donner votre point de vue sur cette question. Alors, il y a un double DPE, mais pour moi, quand je parle des règles qui sont dans la loi Le Meur, je parle des règles applicables au logement. Et je connais beaucoup moins bien les règles applicables aux immeubles, très clairement. D'accord? Donc, oui, non, la loi Le Meur vise les règles applicables au logement. Merci. Et le DPE ne s'applique pas uniquement dans les copropriétés, il s'applique aussi, évidemment, dans les chalets, les maisons individuelles, etc. Merci Maître. Je précise également qu'on retrouvera vos coordonnées dans le replay, dans le texte en bas du replay qui permettront de vous contacter si besoin. Et évidemment, il y aura une session à la fin de notre échange de questions-réponses s'il y a des questions un peu plus précises. Je passe la main du coup à Stéphane Gravier et Christelle Chalandard du groupe MG qui vont pouvoir nous parler des impacts sur le volet fiscal de cette loi. Merci. Merci Thomas. Alors, on va partager l'écran. Est-ce que c'est tout bon pour le partage du PowerPoint? C'est tout bon? C'est tout bon. Impeccable, merci. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Christelle Chalandard et donc avec moi, Stéphane Gravier. Vous attendiez à voir Sabrina aujourd'hui, mais bon, je l'ai remplacée au pied levé. Elle nous écoute par contre, on lui fait un petit coucou par ailleurs. Donc nous, en fait, on est en charge du service fiscalité immobilière locative du groupe MG. Et aujourd'hui, on va vous parler de cette fameuse fiscalité sur la location meublée. Donc, juste pour vous faire une rapide présentation de notre service. Donc, aujourd'hui, on est un groupe de 45 collaborateurs. On accompagne environ 28 000 propriétaires. Nos clients, ce sont des résidents comme des non-résidents qui investissent dans l'immobilier pour faire de la location et donc qui peuvent être loueurs en meublé non professionnels, loueurs en meublé professionnels. Nous accompagnons également des personnes qui optent pour la para-hôtellerie, quelques revenus fonciers et nos clients sont des personnes qui investissent soit en nom propre, en indivision, en SCI ou en SARL de famille. Et aujourd'hui, on le sait, le métier de la comptabilité est en train d'évoluer et notre mission, c'est certes d'accompagner ces propriétaires pour les aider à optimiser leur déclaration fiscale et à déposer une déclaration sur les revenus locatifs, mais c'est aussi vraiment leur prodiguer le meilleur conseil qui existe pour justement leur permettre d'optimiser cette fiscalité et payer le moins d'impôts possible sur les revenus locatifs. Voilà, en gros, pour vous présenter notre service. Donc, juste en quelques mots, on voulait définir la location meublée parce qu'il peut y avoir certaines fois, alors ça ne concerne pas forcément les courts séjours, mais pour les locations de longue durée, il peut y avoir certaines fois quelques confusions. Donc, pour être loueur en meublé, professionnel ou non professionnel, donc il faut tout d'abord être propriétaire de son bien. Il faut
le mettre en location. Ça peut être il faut meubler le bien, évidemment, hein. Il existe un décret de juillet 2015, si je ne me trompe pas, qui liste les meubles nécessaires pour prétendre à être loueur en meublé non professionnel ou professionnel. Et ça peut être aussi bien de la location de long séjour, moyen séjour ou court séjour, quel que soit le type de contrat, donc aussi bien un bail commercial comme ça peut être le cas en station dans des résidences de tourisme gérées, un bail d'habitation, un mandat de gestion. Et cette location meublée peut se faire par l'intermédiaire d'une agence immobilière, d'une société de gestion, d'une centrale de réservation ou de particulier à particulier, notamment via les plateformes que l'on connaît. Pas de restriction quant au type du bien. Ça peut être aussi bien pour un studio qu'un appartement, qu'un chalet. Enfin, voilà. Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Donc, quand on fait de la location meublée, on dépend des BIC, donc les bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, on a deux possibilités pour déclarer ces revenus locatifs, soit ce qu'on appelle le micro-BIC, donc qui est un régime relativement simple, puisque le propriétaire reporte le montant de ses loyers annuels bruts dans sa déclaration d'impôt sur le revenu et il est taxé après un abattement forfaitaire, abattement qui a été remis en cause et dont on va vous présenter les modifications sur la slide suivante. Et puis le deuxième régime possible, la deuxième façon de pouvoir déclarer ses revenus locatifs, c'est le BIC réel, donc un peu plus complexe au niveau comptable, qui souvent nécessite l'intervention d'un cabinet comptable, mais qui fiscalement est souvent bien plus intéressant. Ce régime BIC réel, il nécessite chaque année de déposer une déclaration fiscale auprès des services fiscaux, dans laquelle le propriétaire va indiquer les revenus qu'il aura perçus au cours de l'année. De ces revenus, il pourra déduire l'ensemble des charges qu'il aura payées au cours de l'année. Donc, dans les charges, on va prendre aussi bien les taxes, donc taxes foncières, taxes d'habitation, que les charges de copropriété, l'eau, l'électricité, le Wi-Fi si besoin, enfin, en fait, toute charge est déductible, les commissions de l'agence. Et s'il y a un prêt, les intérêts et les assurances du prêt. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce régime, c'est qu'en plus, on peut déduire de l'amortissement qui va être calculé par rapport à la valeur du bien et la valeur du mobilier. Et bien souvent, le fait de pouvoir déduire les charges et les amortissements du montant des loyers permet au propriétaire de gommer tout ou partie de sa fiscalité sur ses revenus locatifs. Naturellement, il peut y avoir des exceptions et il se peut que le régime micro-BIC, ça s'étudie et nous, on fait des simulations entre les deux régimes pour voir ce qui est le plus avantageux au niveau fiscal. On va revenir sur le micro-BIC parce que c'est là où aujourd'hui on a les majeures modifications qui ont été amenées au cours du début d'année 2024. Donc, à partir du 1er janvier 2025, si vous déclarez vos revenus locatifs dans un régime micro-BIC, les abattements vont changer. Si vous faites de la location résidentielle, donc là de la location à l'année, c'est la résidence principale de votre locataire. Vous pourrez bénéficier d'un abattement de 50% d'abattement et vous ne devez pas, enfin pour être au régime micro-BIC, vous ne devez pas dépasser les 77 700 € de revenus locatifs. Donc là, il n'y a pas vraiment d'incidence par rapport à ce qui était appliqué précédemment. Ce qui va surtout changer, c'est au niveau des locations touristiques où l'abattement qui était de 50% descend à 30% si le bien n'est pas classé en meublé de tourisme. Et s'il est classé en meublé de tourisme, vous pourrez avoir un abattement de 50%, là où on était à 71% précédemment. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est aussi la limite du montant des locations que vous générez au cours de l'année, puisque si vous dépassez les 15 000 € de revenus locatifs pour un logement meublé non classé en meublé de tourisme, alors vous ne pourrez plus opter pour le régime micro-BIC en 2025 et il faudra opter pour, vous serez de plein droit sur un régime réel.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que si c'est votre situation, eh bien l'année prochaine, vous ne pourrez plus faire de micro-BIC pour vos revenus locatifs. Je dois rajouter ce D'ores et déjà, ce qui signifie que d'ores et déjà sur 2025, si vous savez que vous allez basculer sur un régime donc réel, il faudra peut-être commencer à collecter un peu les justificatifs de déduction de charges au réel que vous n'aviez peut-être pas l'habitude auparavant de garder avec vous, de manière à pouvoir les enregistrer au titre de l'année 2025, l'année où vous n'allez plus pouvoir déclarer en régime micro-BIC. Donc, que vous soyez dans l'un ou l'autre des régimes, vous avez des obligations liées à cette activité de location meublée et notamment le fait d'immatriculer votre activité, aussi bien au régime réel qu'au régime micro-BIC. On s'aperçoit que de nombreuses personnes qui louent des biens et qui ont opté pour un régime micro-BIC n'ont pas fait d'immatriculation auprès des services fiscaux. Sachez que ça va devenir obligatoire. Donc, vous devez enregistrer cette activité sur le site de l'INPI pour obtenir un numéro SIRET qui va identifier cette activité de location meublée. Vous avez, si vous êtes au régime réel, l'obligation de déposer donc, chaque année une déclaration qui est la déclaration 2031 et ses annexes. Et cette déclaration, elle se dépose auprès du centre des impôts du bien qui est loué et seul le résultat de la déclaration se reporte dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, là auprès de votre propre centre des impôts. Toutes ces déclarations, elles doivent être faites de manière électronique, elles doivent être télétransmises. Vous ne pouvez pas remplir votre déclaration 2031 à la main et l'envoyer aux impôts sous peine d'être pénalisé. Vous devez également ouvrir un espace professionnel. Alors, même si l'activité est non professionnelle, vous avez cette obligation d'ouvrir l'espace professionnel. Et donc, pour ouvrir un espace professionnel, il faut au préalable avoir effectivement enregistré l'activité et obtenu un numéro SIRET. Cet espace professionnel, il va vous permettre d'échanger avec les impôts sur votre dossier, mais également, si vous êtes redevable d'une cotisation foncière des entreprises, d'aller la récupérer sur l'espace professionnel et ensuite la payer en ligne. C'est vraiment important dorénavant d'avoir un accès à l'espace professionnel, tout comme vous en avez un à votre espace particulier. Et chaque année, n'oubliez pas, s'il y a eu des changements dans votre mode de location, d'aller modifier votre déclaration « Gérer mes biens immobiliers », cette fois-ci sur l'espace particulier. Donc, c'est très important d'aller mettre à jour les changements qu'il peut y avoir dans votre situation au niveau de vos locations, parce que cette déclaration, elle va permettre aux impôts de savoir si vous êtes redevable d'une taxe d'habitation, d'une cotisation foncière des entreprises, voire d'une taxe sur les logements vacants. Donc, c'est très important de le faire chaque année ou à chaque changement de situation. Les nouvelles obligations, du coup, on ne va pas s'attarder sur cette partie-là puisque Maître Goujard nous a fait le détail précédemment quant aux implications donc, de la loi Le Meur. Donc, on va parler plutôt maintenant de location courte durée et de TVA. Et donc, je vais laisser la parole à Stéphane qui va vous expliquer tout ça. Alors, c'est moins quelque chose qui est en lien avec la loi Le Meur, mais plutôt en lien avec les travaux en fait, qui ont eu lieu sur les activités de location touristique, parce que c'est plutôt une précision qu'a voulu donner l'administration fiscale sur la qualification d'une activité de location meublée courte durée à la TVA. Est-ce qu'une activité de location meublée est assujettie à la TVA ou pas? Quels sont les critères? Et effectivement, ces critères, on parle souvent de critères de para-hôtellerie. Donc, pour repositionner, la location meublée de courte durée, quand on parle de location meublée, donc on donne un bien en location courte durée avec des meubles dedans, mais pas forcément en mettant en avant des prestations qu'on pourrait appeler de para-hôtellerie, donc ils sont au nombre de 4. La première est l'offre d'un petit déjeuner. La deuxième, c'est un ménage initialement proposé de manière régulière. Et la troisième, c'est la fourniture du linge de maison. Et la quatrième, c'est la réception, l'accueil personnalisé de la clientèle. Donc, ces 4 services, petit déjeuner, ménage, linge et accueil,
font considérer l'activité locative, le fait de fournir un logement meublé, ça bascule, on va dire, la nature de cette location dans ce qu'on appelle une location non plus meublée traditionnelle, mais une location meublée qu'on appelle de para-hôtellerie, parce qu'il y a des prestations en plus d'une offre simple de la fourniture d'un logement avec des meubles. Jusqu'à présent, il fallait valider 3 sur les 4 services que je viens de citer. Donc, le plus souvent, le petit déjeuner n'était pas forcément inclus dans la plus grande partie des activités de nos clients propriétaires, parce que c'est le plus compliqué, le plus difficile à mettre en place, on le comprend bien. En revanche, on avait quand même, de par les interventions des sociétés concierges, agences immobilières ou prestataires sur place qui pouvaient s'occuper de la gestion locative pour le compte des propriétaires, on avait un accueil. On pouvait avoir un ménage effectivement réalisé au changement de locataire, pas forcément une proposition régulière pendant le séjour, mais pourquoi pas, et la fourniture du linge, voilà, renouvelé ou pas, effectivement sur ce genre de prestations. Auparavant, on était requis pour qualifier une activité de location meublée, non plus finalement de location meublée, mais de location para-hôtelière et ainsi être assujetti à la TVA, on avait un critère de régularité qui s'appliquait sur le ménage et sur le linge. C'est-à-dire qu'il fallait être en mesure de proposer, pas forcément le faire de manière automatique, mais être en mesure, du moins d'avoir les moyens de pouvoir proposer et de répondre à une demande de la part du client. Donc, si vous contractiez avec une agence immobilière qui s'engageait à réaliser ces prestations en votre nom et pour votre compte au touriste, par exemple, qui dit moi je veux un ménage tous les jours ou 2 jours, finalement, vous répondiez à ce critère de régularité et vous validiez une sur ces 4 conditions. Même raisonnement pour le linge. Et au niveau de l'accueil, à partir du moment où vous aviez quelqu'un effectivement qui se présentait pour vous accompagner à l'appartement, vous donner les clés, etc. Quand bien même on avait aussi la possibilité d'avoir comme certains hôtels, quand on arrive tard le soir, une réception même non personnalisée, mais une remise de boîte à clés. Finalement, vous validiez 3 sur les 4 services et votre activité ne relevait plus vraiment de la location meublée, mais vous basculiez dans une activité pour le coup vraiment commerciale et non plus hybride, civil, commercial, comme l'a dit très justement Maître Boujard auparavant. Là, on rentrait dans une activité commerciale à 100%. Donc, ces critères-là ont été précisés, parce qu'il y avait un peu du flou sur la réception. Est-ce que le fait de jamais être là, d'avoir des boîtes à clés électroniques, comme on voit beaucoup effectivement se présenter, est-ce que c'était de nature à vraiment qualifier la condition la validation de cette condition, de ce critère de réception? Est-ce qu'un ménage uniquement fait entre la fin de séjour et le début, qui auparavant n'était pas considéré comme validant parce qu'il fallait avoir une prestation régulière, voilà. Est-ce que c'est considéré ou pas? Donc l'administration a pu préciser ces choses-là. Il en ressort, alors on va rentrer un peu, je ne sais pas comment être assez clair, le plus clair possible. Auparavant, la régularité, elle était appréciée sur le fait de pouvoir disposer des moyens pour proposer la prestation. On a beaucoup de personnes qui finalement ne proposaient qu'un ménage, n'étaient en mesure que de proposer un ménage au changement de locataire et ne pouvaient pas intervenir pendant la durée du séjour. Jusqu'à cette mise à jour un peu de l'administration fiscale, cette précision, jusqu'à cet instant, cette condition de ménage faite juste au changement de locataire ne permettait pas de valider la condition pour basculer en para-hôtellerie et assujettir son activité à la TVA. Aujourd'hui, cette condition de régularité a été précisée et on va considérer, quand bien même il n'y a pas de proposition de ménage régulière, entre guillemets, du moins possible pendant un séjour, un court séjour, et donc le court séjour a été défini sur des séjours inférieurs à 5 nuitées, initialement 1 semaine libellée dans le texte, mais après interprétation, effectivement, ils ont défini que c'était 5 nuitées, d'accord ? Ce qui veut dire qu'à
à partir du moment où vous avez une location qui dure moins de 5 nuitées, le fait de simplement avoir un logement propre vous fait valider cette condition de ménage qui potentiellement peut vous faire basculer sur un régime para-hôtelier. On va appliquer le même raisonnement sur le linge de maison. Quand bien même le linge de maison n'est pas renouvelé, la régularité concernant les séjours inférieurs à 5 nuitées va être considérée comme acquise à partir du moment où le logement aura du linge propre à l'arrivée du client. Et enfin, au niveau de l'accueil physique, ça a donné lieu à un revirement 3 mois après leur positionnement. Initialement, ils avaient reconnu la boîte à clés électronique comme pouvant valider finalement la condition d'accueil. Il en ressort que non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez une activité qui est gérée uniquement avec une boîte à clés électronique et vous n'avez personne qui se présente physiquement pour l'arrivée du client, ça ne constituera pas une condition validée pour l'obtention de ces services et du statut de para-hôtellerie. Ce qui veut dire que sur les séjours qui durent 6 nuits et plus, donc des séjours à la semaine, le plus souvent, quand on a quand même dans le secteur effectivement montagne, quoique il y a des séjours inférieurs effectivement, mais on a quand même une prépondérance sur des séjours d'une semaine, on en déduit que si aujourd'hui il n'y a aucune prestation de ménage pendant le séjour qui peut être mise en place et également de renouvellement de linge, quand bien même vous avez un logement qui est propre et quand bien même vous fournissez du linge de maison, vous ne rentrez pas dans le système de la para-hôtellerie. En revanche, si vous avez des séjours effectivement inférieurs à 5 nuitées et quand bien même vous êtes sur le même mode opératoire, c'est-à-dire proposez pas forcément du ménage pendant le séjour ni du linge, mais le ménage et le linge se trouvent à l'arrivée, avec quelqu'un qui remet les clés au client, et bien finalement, vous avez basculé un peu de nature d'activité, vous n'êtes plus dans la location meublée traditionnelle, vous êtes plutôt dans une activité commerciale de para-hôtellerie, et ce qui aura effectivement des impacts sur votre capacité au changement d'usage, notamment, comme l'a expliqué Maître Boujard. Voilà. Je suis navré, j'ai une précision à apporter, mais là, c'est quand même super important. Les avocats n'ont pas du tout la même interprétation que celle que vous venez de faire. Puisque justement, la dernière modification qui a été opérée en mars dans le BOFIP précise qu'en réalité, pour les séjours de 5 nuits ou moins, c'est désormais une option. C'est-à-dire que même si on fait le ménage en fin de séjour pour un séjour de 5 nuits ou moins, et même si on change le linge de maison, le propriétaire peut, s'il le souhaite, solliciter le bénéfice du statut de la para-hôtellerie, mais c'est un revirement par rapport à la doctrine fiscale d'août 2024. Alors, j'ai cette interprétation, c'est l'interprétation de mon confrère Paul Duvaux, qui est un éminent spécialiste de la location meublée en courte durée. Je connais bien, Et ça a été également, ça a donné lieu, et c'est pas une blague, à une réponse ministérielle du 1er avril 2025 qui va dans le même sens, c'est-à-dire que le texte indique permet aux loueurs d'être para-hôteliers, etc. Permet. Ça veut dire que désormais, ce n'est plus automatique, justement. Oui, tout à fait. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui ne souhaiterait pas basculer en para-hôtellerie, s'il est sur des séjours au-dessus de 5 nuitées et qu'il a un mode opératoire qui finalement n'est pas dans une offre régulière de proposer un ménage, de répondre à une demande de quelqu'un qui voudrait un ménage tous les jours, il ne bascule pas en para-hôtellerie. Non plus. Non plus. Mais je veux dire, c'est plus non plus automatique comme ça l'était devenu. En fait, il y a eu 2 renversements quand même successifs de situations d'un extrême à l'autre entre août 2024 et mars 2025. Et là, donc, même pour les séjours de moins de 5 nuits, qui, comme vous l'avez rappelé à juste titre, vont être peut-être quand même marginaux à la montagne, puisqu'on est plus sur des séjours d'une semaine. Donc, même pour ça, il faut quand même rassurer les gens.
tant que vous ne sollicitez pas l'application du statut, et même si évidemment vous faites le ménage avant l'arrivée du prochain voyageur, même si on vient passer un week-end chez vous et que vous faites le ménage, ce qui est le cas j'espère, et que vous changez les draps, bah, même dans ce cas précis, grâce à la nouvelle doctrine de fin mars 2025, vous ne serez de toute façon pas en para-hôtellerie non plus si vous ne sollicitez pas l'application du statut et si vous n'êtes pas en mesure, comme vous l'avez rappelé à juste titre, de proposer justement les services afférents. Oui, alors oui, je vous permets, rejoins pardon, effectivement. Désolé, excusez-moi, Moi, je sur mets une ma casquette interprétation. je mets ma casquette pardon, garde du chrono. Il reste 5 minutes sur le volet fiscal. Et je pense qu'il y avait également Je laisse sur la TVA, d'autres. je laisse poursuivre sur la TVA, mais c'était Ouais, d'autres éléments. Bien sûr, vous On avez y raison. reviendra effectivement, Voilà. comme on y reviendra peut-être dans les questions-réponses. On va avancer sur le deuxième, comment impact, notamment plutôt là pour le coup la loi Le Meur effectivement, notamment alors plutôt la loi de finances qui modifie du moins le régime des plus-values qui était auparavant applicable sur les loueurs en meublé non professionnels. Alors, ce qu'on avait auparavant, la location meublée non professionnelle, Maître Boujard l'a rappelé très justement encore une fois, c'est une activité de nature civile sur le plan civil, mais c'est une activité de nature commerciale sur le plan fiscal. Elle relève des BIC et spécifiquement les plus-values opérées par les loueurs en meublé non professionnels dépendent toujours, et c'est indiqué clairement, mais spécifiquement pour la location, dans le périmètre de la location meublée, et non pas de la para-hôtellerie, hein, c'est ça vraiment qui va faire la différence, dépendent toujours du régime des plus-values qu'on dit des particuliers. Donc c'est le notaire qui s'occupe de faire ce calcul-là. Et jusqu'à présent, quand bien même nous avions une activité commerciale fiscalement et quand bien même nous avions le bénéfice de l'amortissement comptable, comme a expliqué Christelle auparavant, donc on déterminait le résultat en utilisant, donc en déduisant une partie du coût de revient finalement du bien immobilier qu'on considérait comme, on va dire, qui se dépréciait, c'est une dépression comptable d'année en année, ce qui nous permettait de réduire le montant du résultat à déclarer comparativement si on ne pouvait pas déduire. Auparavant, le notaire faisait un calcul de plus-value classique et ne tenait pas compte de ce qu'on avait utilisé avec ces amortissements-là. Ce qui change donc aujourd'hui, ça va être que la réintégration dans le calcul de la plus-value, justement, de ces amortissements qui ont été admis en déduction et qu'on a utilisés les années précédentes, justement, pour diminuer le résultat à déclarer et le montant de l'imposition. On pourrait s'arrêter là et dire, effectivement, attention, c'est impactant, parce que là où auparavant on avait des exonérations on avait une non prise en compte de cette dépréciation immobilière par le notaire, aujourd'hui on va la voir, ce qui va augmenter le montant des plus-values. Certes, et effectivement, ça va être le cas. En revanche, ce qui ne change pas, c'est le régime des plus-values qui s'applique, c'est toujours le même, c'est celui du régime des particuliers, et qui, à ce jour, bénéficie toujours d'abattement pour durée de détention. C'est-à-dire que, quand bien même on vous demande de réintégrer une partie des amortissements qui vous ont servi à réduire votre résultat imposable sur les années précédentes où vous avez loué, vous continuerez à bénéficier, et le notaire continuera à appliquer les abattements pour durée de détention que l'on connaît sur des plus-values classiques, à savoir 22 ans pour l'impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Donc ça, c'est effectivement une information qui est importante, tant que, et je dis bien tant que, le régime d'exonération de cette plus-value, les abattements, 22 ans et 30 ans, perdureront au niveau de la réglementation fiscale. En précision, ont été exclus de cette réforme, donc c'est-à-dire qu'on a des loueurs en meublé qui pratiquent l'amortissement du fait de réaliser un bilan en fiscalité BIC, ont été exclus de cette réforme les personnes investisseurs dans des résidences de services, les résidences EHPAD, étudiantes, etc. Les résidences de tourisme n'ont pas été incluses dans cette exclusion, donc seront concernés. En revanche,
on a également finalement une exclusion des bénéficiaires de la loi Censi-Bouvard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui doit être réintégré dans le calcul de la plus-value, ce sont des amortissements qui ont été admis en déduction. Or, les bénéficiaires d'une défiscalisation Censi-Bouvard n'avaient pas leur amortissement, leur dépréciation comptable considérée comme étant déductible. Donc, il apparaît logique de ne pas leur faire réintégrer un amortissement qui n'a pas été admis en déduction. Voilà pourquoi ils sont également, eux, exclus de cette réforme-là. Tu veux ajouter quelque chose? Non, non. Après, pour nous, voilà, on a abordé vraiment de manière un peu succincte toute cette fiscalité, parce qu'au vu du délai qui nous est accordé, on ne pouvait pas faire un peu plus. Donc, juste pour vous dire que si toutefois vous avez besoin qu'on vous renseigne, qu'on vous propose une simulation fiscale, vous n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous renseigner. Donc, nous, on est vraiment là pour vous apporter un conseil personnalisé à votre situation. On est à votre disposition pour répondre à vos questions sur les prochaines minutes. Et donc, je vais laisser la main à Thomas pour reprendre le fil de la discussion et peut-être nous faire part de toutes vos questions. Merci beaucoup, merci Maître, merci Stéphane, merci Christelle. Alors pour les questions, donc il y en a déjà certaines qui ont été dans l'onglet conversation, donc je vais passer dessus. En attendant, je vais autoriser l'accessibilité en termes de micro et de caméra si vous souhaitez poser votre question en direct. Pour ça, je vous encourage à lever la main. Donc, c'est une petite icône qui s'appelle lever la main. C'est bien fait. En attendant, je vais passer en revue les questions qui ont déjà été posées. Peut-être, Christelle, si tu peux fermer ton partage d'écran. Oui, pardon. S'il te plaît, tout à fait. Voilà, super. Et je vais revenir donc un petit peu en arrière. Donc, il y avait une remarque, c'était pas une question, donc, de Françoise Carieux qui disait que c'était intéressant à court terme. Je crois que c'était au moment des abattements, mais du fait de la déduction des amortissements du bien, mais maximise la plus-value à la revente. Donc ça, bon, je pense que oui, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un numéro de siret distinct oui, est-ce un numéro de siret distinct lorsqu'on est déjà enregistré comme auto-entrepreneur pour une autre activité? Est-ce qu'il faut un autre numéro de siret? Oui, il va y avoir un autre numéro qui va être attribué pour l'activité de location meublée quand on va se déclarer auprès de l'INPI. Ce n'est pas le même numéro. Alors, je rajouterais qu'il faut faire attention entre une activité auto-entreprise en fonction du régime dans lequel on est. Est-ce que ça peut être compatible avec une activité de location meublée BIC exercée sur un régime réel? Faire attention au seuil. On peut être entrepreneur en catégorie BIC, donc c'est la même catégorie que la location meublée fiscale, j'entends. On peut être aussi auto-entrepreneur en catégorie BNC, donc c'est les bénéfices non commerciaux. Dans ce cas-là, il y a moins d'interaction effectivement entre une activité BNC et une activité LMN, location meublée BIC, mais il faut quand même faire attention effectivement avec cette interaction. Le régime de l'auto-entreprise pourrait être mis à mal d'une option pour un régime réel effectué dans la même catégorie de revenus. Voilà. C'est assez complexe, Merci. il y a plein d'interactions et encore là, on n'a même pas abordé les questions liées à tout ça sur le social pour les auto-entrepreneurs et le micro-BIC. Donc là, il y a des choses à voir avec les experts comptables, notamment pour déterminer quel sera le régime social qui va être accolé à votre activité de location meublée. Très important. Le prochain webinaire ne sera pas un webinaire, mais un séminaire de plusieurs jours sur le sujet. Petite précision également à propos de la remarque sur la réintégration des amortissements du bien. À noter quand même quelque chose d'important. Il a été précisé également très récemment que les loueurs qui sont sous un statut de micro-BIC
et ne pratiquent donc pas les amortissements ne verront pas réintégrer un amortissement fictif lors de la revente de leurs biens dans le calcul de la plus-value. Question qui était assez largement discutée entre les divers experts Tout à fait, du ouais. secteur, et donc l'administration fiscale l'a précisé dans une note d'information à l'attention des notaires. Donc c'est important, si vous êtes loueur en micro-BIC, pas de réintégration de l'amortissement lors de votre vente. Ouf. Merci. Alors, question de monsieur ou madame Doyer. Êtes-vous certain que la taxe d'habitation peut être incluse dans les charges déductibles dans la déclaration LMNP au réel? Alors, en théorie, pas vraiment. Mais dans les usages, on a certaines situations qui n'ont pas été reprises, on va dire, un peu par les services fiscaux au motif que la taxe d'habitation est due pour chaque propriétaire qui est en capacité de disposer de son logement. À partir du moment où on a eu des cas où on a des personnes qui ont 5 logements différents sur la même commune et ils font de la location, exercent une activité de location courte durée sans donner de manière exclusive un mandat à une société, les empêchant peut-être eux d'y aller de manière privative. Donc les services fiscaux on va dire, refuse une exonération de taxe d'habitation, quand bien même on a des cotisations foncières des entreprises qui sont, on va dire, les anciennes taxes professionnelles, la taxe d'activité, on va dire, commerciale pour une activité de location meublée. Et donc, à ce titre-là, on a dans certains dossiers, effectivement, tenté des déductions de taxes d'habitation qui étaient plutôt considérées comme imposées. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de remise en cause de la déduction de cette taxe d'habitation. Mais en théorie puriste, j'ai envie de dire effectivement, c'est pas forcément une taxe qui est par nature déductible d'une activité commerciale, parce qu'elle ne devrait pas exister dans une activité commerciale. Voilà. Deuxième question, comment calculer les dépenses d'électricité lorsqu'on a par exemple 10 semaines de location et 10 autres semaines à usage personnel? Peut-on calculer la dépense d'électricité au prorata des semaines de location? Dans l'exemple de la charge déductible en électricité, serait-elle de la moitié de la facture annuelle d'électricité? Est-ce correct? Alors, ce qui est compliqué pour activité effectivement saisonnière, quand on est sur un régime, alors ça dépend, voilà, j'entends qu'on est sur un régime réel. Aujourd'hui, le régime réel, vous portez quelque chose à l'actif, vous devez défendre une réalité économique d'activité. Donc, quand vous avez que 10 semaines de location et 10 autres semaines à usage personnel, finalement, vous avez 10 semaines de location effective. Est-ce que vous avez un nombre de semaines peut-être supplémentaires de mise sur le marché du logement? Parce qu'aujourd'hui, ce qui va compter, c'est pas forcément le résultat, c'est pas forcément le nombre de semaines effectivement louées, c'est surtout la mise sur le marché du logement, c'est l'intention économique. Donc, c'est là-dessus qu'il faut se baser effectivement pour aller chercher des prorata de déduction de charges par rapport à cette réalité économique. Une autre possibilité est, pour défendre dans ce cas-là une réalité économique permanente, c'est de considérer ces 10 semaines d'usage personnel comme des locations entre guillemets en nature. Donc dans ce cas-là, elles vont générer, on va devoir enregistrer des recettes fiscales qui valoriseront ces semaines d'occupation personnelle de la même manière que les semaines louées, on va dire extérieures réelles. Et dans ce cas-là, l'intégralité, il n'y aura pas forcément de prorata à faire parce que vous avez enregistré une constante sur les recettes, et bien, vous enregistrez pas de prorata sur les dépenses. Voilà, c'est des choix de gestion qui sont aussi à faire au niveau des déclarations. Autre question qui est dans le chat de Françoise Cariou. Il n'y a aucune notion de proportion entre les séjours de 5 nuitées ou moins et plus de 5 nuitées. Je suis pas sûr de forcément bien comprendre la question, mais la loi, les instructions du BOFIP
ne parle plus d'une semaine, comme ça a été rappelé, mais parle désormais de 5 nuitées. Donc 5 nuits ou moins, potentiellement, vous pouvez solliciter l'application du statut de la para-hôtellerie si vous faites le ménage à l'issue du séjour de l'occupant, si vous changez le linge à l'issue du séjour de l'occupant, et si vous proposez soit un accueil personnalisé, soit une boîte à clés ou une serrure connectée, mais avec comme alternative et possibilité l'accueil personnalisé. Là, vous remplissez 3 critères sur 4 et vous pouvez demander l'application du statut. Mais donc, avant, c'était une semaine, maintenant, le critère, c'est 5 nuits ou moins. Si vous avez donc 6 nuits ou plus, il faudra revenir aux anciens critères. Et si vous vous contentez de changer le linge au bout de 3 semaines et de faire le ménage au bout de 3 semaines, vous ne rentrez plus dans les critères vous permettant de demander l'application du statut. Bon, j'ai essayé de l'expliquer Un bien simplement, peut... mais et on ne sait jamais, ça va peut-être rechanger, hein, puisqu'ils ont quand même changé le truc 2 fois en l'espace de 7 mois. Donc, bon. C'est un webinaire qu'on va retrouver tous les mois, du coup. Non, mais juste, il y avait, en fait, ce bien peut être vendu effectivement peut-être pendant la saison hiver ou commercialisé essentiellement en semaine, sur l'intersaison ou la saison été, avec un mix de séjours, court séjour, long séjour. C'est peut-être à ce niveau-là que la notion de proportionnalité entre le bien peut être voilà, loué 55% du temps en 6 nuits, en séjour de plus de 6 nuits, et l'autre partie en moins de 6 nuits. Ah oui, là, on reste libre de faire les durées de séjour qu'on souhaite, d'accord? Simplement, auparavant, avant cette nouvelle disposition, cette nouvelle interprétation du BOFIP, ça devenait très compliqué parce qu'en plus, la réponse ministérielle dit en gros qu'il faut proratiser. Or, comme la conséquence de l'activité de para-hôtellerie, c'est l'application d'un taux TVA de 10% sur le prix des nuitées, on se retrouve avec un logement qui, s'il était loué 3 nuits, verrait un prix de nuitée avec 10% de plus, et s'il était loué 15 jours, verrait un prix de nuitée hors TVA. Puisque la réponse ministérielle dit qu'il faut, alors ils disent pas proratiser, il faut dire que c'est je ne sais plus quel est le terme, mais c'est la compréhension qu'on en a. Donc moi, je voudrais pas être à la place d'experts comptables qui vont se retrouver à devoir à chaque fois voir quelle est la durée du séjour et dire au client, dites donc là, vous avez dépassé, il aurait fallu appliquer de la TVA, vous ne l'avez pas fait, qu'est-ce que vous avez fait? Et je vous raconte même pas les difficultés techniques vis-à-vis des plateformes aussi. Donc, je pense qu'ils sont revenus là-dessus une fois qu'ils ont commencé à comprendre la complexité du truc. Voilà. Oui, Mais je vous rejoins, c'était extrêmement compliqué. Après, on avait un peu, entre guillemets, une temporisation avec la notion de franchise en base. Je ne sais pas si c'est l'objet effectivement, mais quand bien même on aurait eu cette activité qui répondait aux conditions de TVA et cette bascule automatique sur une activité assujettie à la TVA, le régime de la franchise en base, c'est votre nature d'activité, elle répond aux conditions de la TVA, mais vous ne pouvez ne pas être en TVA parce que vous êtes petit. Et être petit dans ce régime-là, c'était, et c'est toujours aujourd'hui, 85 000 €. Et c'est la raison aussi pour laquelle on s'est un peu inquiété lors justement de la volonté du gouvernement de passer le régime de franchise en base TVA, on en a entendu parler parce que les auto-entrepreneurs sont tous montés au créneau, à 25 000 €. Donc cette mesure a été suspendue, ça a été à nouveau reconfirmé comme ne s'appliquant pas. Donc c'est 25 000 € de franchise en base pour l'année 2025. Les travaux ont été repoussés sur le budget et la loi de finances 2026. Voilà, donc ça peut être aussi une porte de sortie pour ne pas subir, on va dire, cette bascule sur la para-hôtellerie et donc l'assujettissement de notre activité de location courte durée à la TVA si on ne le souhaite pas. bonne nouvelle d'ailleurs, non seulement elle a été suspendue, ce qui était totalement illégal, hein, parce que depuis quand un gouvernement peut suspendre l'application d'une loi qui a été votée par le Parlement? Moi, je trouvais ça ubuesque, mais bonne nouvelle, elle vient d'être abrogée purement et simplement hier ou avant-hier, cette mesure de réduction du seuil de franchise en base. Donc on est tranquille jusqu'à la fin de l'année, soyez-en sûrs, ça va revenir sur le débat, puisqu'ils attendaient plus de 400 millions de recettes de l'abaissement du seuil de franchise de TVA. Donc, comme vous l'aurez compris, l'État a besoin de notre argent et vous pouvez être sûr que 400 millions, et comme ils sont vraiment à l'os, ils vont aller les rechercher en fin d'année. Donc, à suivre.
Très bien, il y avait une autre question de Françoise Ascariou, non, pardon, de Manuel. Est-il obligatoire de faire appel à un expert comptable pour effectuer une déclaration au réel? Il n'y a pas d'obligation. La seule obligation que vous avez, c'est de déposer une liasse de manière dématérialisée depuis votre espace professionnel. Bon, Vous enfin, si pouvez vous tout n'êtes à pas fait. expert comptable, Oui, en pratique, c'est obligatoire, hein. Vous mettez pas à faire de la comptabilité, c'est pas avec les promesses des sites en ligne à 10 balles par mois que vous allez vous transformer en expert comptable à bac plus 8. OK? Donc, Merci, Maître concrètement, en Philippe. pratique, et là, je prêche pour les experts comptables, en pratique, faut pas être débile. C'est-à-dire qu'on va pas faire des économies de bout C'est de cash. chandelle sur. Non, mais oui, on va pas faire Mm. des économies de bout de chandelle sur de la comptabilité et s'improviser expert comptable. C'est un vrai Non, mais c'est métier. vrai. Calculer de l'amortissement, c'est un truc, franchement, il y a des règles précises à respecter. Et en plus, si vous voulez le faire, vous n'allez forcément pas être au courant des derniers développements sur le feuilleton de la franchise de TVA parce que vous n'êtes pas, c'est pas votre métier. Vous faites pas toute cette veille. Donc, en théorie, c'est pas obligatoire. En pratique, c'est évidemment indispensable. Voilà, pour être précis. Ouais, bonjour à tous et à tous. J'avais posé la question par acquis de conscience, mais je me doutais bien de la réponse. Effectivement, je ne suis pas comptable ni expert comptable, donc évidemment tout ça me paraissait, et avec tout ce que vous avez pu nous expliquer, nous préciser, ceci me paraissait bien presque évident. Je dois vous quitter. En tout cas, je vous remercie beaucoup. C'était très très clair. Et par contre, je crois que c'était Franck. Vous indiquiez que vous seriez sur site. Vous avez indiqué 2 dates Oui, à Montchavin, c'est ça? oui, Si c'est vous bien pouviez les ça. rappeler ou dans le chat ou autre, qu'on puisse les noter. Et si vous avez Oui, d'autres puis dates je vais faire une communication aussi par mail. Si vous faites partie de ceux qui reçoivent l'ensemble de mes envois, vous allez être informés. Je vais faire une communication par mail plus spécialement là-dessus. OK, parfait. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonne journée. au revoir. Merci, au revoir. Est-ce que nous avons d'autres questions vous pouvez poser en direct? Il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc soit en levant la main, soit dans le chat. Profitez-en, le sujet est complexe et variable en plus. Oui, ça change quand même très très régulièrement. Le feuilleton de la suspension de la TVA, quand même, on en était à la 3e mesure de suspension successive, hein. Ils ont suspendu jusqu'au 1er mars, puis jusqu'au 1er juin, puis jusqu'à fin de l'année, et ils viennent enfin d'abroger la mesure. Ce qui, je le répète, était quand même indispensable. Ouais. Moi, j'avais une question sur la DPE, justement, par rapport au changement d'usage. J'ai cru comprendre que dans les villes qui n'étaient pas liées, les communes qui n'étaient pas liées au changement d'usage, entre guillemets, on ne serait pas inquiété, même si on était F ou G, jusqu'en 2028, jusqu'en 2034, pardon. Alors évidemment, il faut le préparer, mais c'était plutôt sur les nouveaux biens qui entraient en location. Non, c'est pas tout à fait ça. En réalité, Voilà. moi, alors, mon interprétation, c'est que G, vous pouvez plus le faire maintenant. Voilà. G, normalement, même en location meublée courte durée, vous ne Oui, c'est pouvez rentré, ouais. normalement plus louer. Si le maire Premier demande. avril. Alors, si le maire vous demande évidemment le DPE. Bon. F, donc G, F, c'est 2028. Toujours de la même façon, en 2028, vous ne pourrez plus louer si vous êtes en F, que ça soit de la longue durée ou de la courte durée. Par contre, ça sont des règles, c'est le calendrier classique pour tout le monde. Par contre, si vous mettez en location un logement courte durée pour lequel vous devez obtenir désormais une autorisation préalable de changement d'usage, vous devez d'ores et déjà être au minimum en E. Et donc, en 2034, vous devrez être en D, calendrier classique. Voilà. Très bien. Donc, ils se sont dit, on va pas faire simple, on va quand même mettre une petite chose trappe, histoire de compliquer le truc. Et parfois, je pense qu'ils savent
vraiment pas ce qu'ils rédigent, mais bon, ça c'est une appréciation d'avocat. Voilà, c'est quand même assez fou, hein. On trouve des perles quand même à peu près partout. Et on l'a vu pour la fiscalité, hein. Il y a des changements incessants et c'est quand même absolument incroyable. Je le dis vraiment pour ceux qui nous écoutent. Si vous faisiez de la location meublée et que vous pratiquiez l'amortissement depuis plusieurs années, du jour au lendemain, c'est-à-dire à partir des ventes passées à compter du 16 février 2025, du jour au lendemain, votre plus-value a pu doubler, tripler, quadrupler à cause de la réintégration de l'amortissement dans la base taxable. Donc, vous aviez 15 ans d'amortissement, vous aviez une plus-value tranquille, régime des particuliers, à 20 000 euros, mais comme sur 15 ans d'amortissement, vous avez amorti 40 000, du jour au lendemain, votre plus-value, c'était plus 20 000, mais c'était 60 000. 20 plus les 40. Alors évidemment, il y a l'abattement pour durée de détention. Encore une fois, moi, je vous livre une analyse toute personnelle que j'ai en tant qu'investisseur immobilier avec 25 ans de recul. L'abattement pour durée de détention va être modifié. Ça me paraît inéluctable, et ce pour une raison très simple. Écoutez bien, ils ont fait ça parce qu'ils ont corrigé une anomalie de marché. C'est vrai qu'avoir une fiscalité commerciale où on déprécie un actif, alors que même en réalité, l'actif prend de la valeur dans le temps. L'immobilier, c'est à peu près le seul truc qui prend de la valeur dans le temps. Si vous achetez une camionnette, hein, vous allez l'amortir sur 5 ans parce qu'au bout de 5 ans, votre camionnette, elle est morte en gros. Donc là, oui, il y a une dépréciation qui est justifiée. Sur l'immobilier, c'était extraordinaire. On dépréciait fiscalement et comptablement l'actif et quand on le revendait, on gagnait de l'argent avec la plus-value. Donc, ils ont dit, ouais, celle-là, il y a une anomalie, c'est pas cohérent. OK, c'est le prétexte. En réalité, ils voulaient récupérer de l'argent. Vous imaginez la manne qu'ils espéraient, plusieurs centaines de millions d'euros, sur les plus-values augmentées grâce à la réintégration de l'amortissement. La troisième raison, c'était Madame Le Meur qui n'avait pas compris, je crois, qu'il n'y avait pas que la location meublée en courte durée, mais qu'il y avait de la location meublée classique en bail d'habitation. Et comme elle voulait faire revenir tout le monde vers la location nue, elle a dit on va surtaxer le meublé. Mais évidemment, le meublé, ça vaut aussi pour le bail d'habitation. Donc, hop, et elle avait quand même préconisé des mesures de transition pour faciliter l'acceptation de la mesure. Bon, ça a été un peu oublié dans les débats de la loi de finances, je crois, cette possibilité. Et en gros, on nous a dit, c'est comme ça, et demain, vous paierez 2, 3, 4, 5 fois plus cher. Que vont faire les investisseurs et ce que je leur recommande potentiellement, qui ont le temps, comme il y a toujours l'abattement pour durée de détention, votre base taxable va grossir, mais en réalité, votre taux de taxation va continuer à baisser. Et au bout de 30 ans, si je suis taxé toujours à zéro, moi, je m'en fous que ma plus-value, ça soit plus 50 000, mais 350 000. Puisque 0 sur 350 000, ça fera toujours 0. Seulement, comme je l'ai compris, même s'ils sont un peu plus lents que moi à la détente, ils vont quand même finir par le comprendre et s'apercevoir qu'en fin d'année, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une nouvelle baisse des transactions immobilières. Parce que les gens qui envisageaient de vendre, ils vont se dire, ah ben non, du coup, comme je suis plus taxé, je vais attendre pour bénéficier de l'abattement pour durée de détention. Et au lieu d'accroître les recettes fiscales, chute des transactions égale moins de recettes fiscales. Donc fatalement, ils vont se dire, on a dû rater un truc. Et là, ils vont revenir sur l'abattement pour durée de détention. Donc réfléchissez à votre stratégie d'investissement, réfléchissez aussi potentiellement à revoir tout ça. Pourquoi pas revendre des biens tant qu'il y a un abattement sur la durée de détention. Il y a peut-être, quitte à racheter d'autres choses après. Bref, il faut vraiment vous mettre à la stratégie là, juridique et fiscale immobilière. C'est indispensable en 2025. Merci beaucoup, Maître. S'il n'y a pas d'autres questions, et avant de laisser le soin de conclure à Franck, je voulais juste donc vous rappeler qu'il va y avoir un replay qui sera disponible sur le refuge loueur. Je vous ai donné le lien en démarrage. Également, moi j'ai eu la chance d'animer ce webinaire car je gère le système de refuge loueur, mais on gère également la société FASB, FASB qui est une solution de rénovation, architecture d'intérieur et maîtrise d'œuvre dédiée à l'univers de la résidence secondaire et la location saisonnière. Donc, on est en mesure justement de vous accompagner, notamment quand vous n'habitez pas sur place, dans la valorisation de votre bien pour qu'il soit mieux loué. L'objectif étant de tous ces dispositifs que vous puissiez mettre en location votre bien et que ça valorise l'attractivité de la station, ce qui me permet de passer la main à Franck Capuçon pour conclure ce webinaire. Moi, je remercie nos trois intervenants pour la qualité de leur intervention, parce que c'est vrai que
on s'improvise pas toutes les questions juridiques et fiscales. C'est bien de s'entourer de professionnels. Et au-delà, moi, je conseille toujours pour les travaux, pour les questions de location, de s'entourer de professionnels parce que on peut pas être bon partout. Donc, il faut prendre les spécialistes et savoir bien s'entourer pour gérer ses biens. Donc, je remercie nos 3 intervenants et puis je remercie l'ensemble des participants. Et puis, on se dit à bientôt pour notre prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci pour Au revoir. l'invitation. Au revoir.